Chers amis, bonjour. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous. C'est la deuxième fois que je viens à Lyon sur ces thèmes-là, ce qui montre combien les plantes sont importantes ici. Il y avait l'année dernière le congrès des phytothérapeutes et aujourd'hui il y a ce congrès des herboristes et des écoles des plantes. Je voudrais d'abord vous dire, peut-être ne le savez-vous pas, que ce parc de la Tête d'Or qui nous accueille est dirigé par un de mes anciens élèves, Frédéric Potts, qui a été mon meilleur élève à travers toute ma longue carrière. Je doute que Frédéric sèche sur quelques plantes que ce soit du monde entier, parce qu'il est médecin comme moi, mais à la différence de moi, c'est qu'il vit, lui, dans les plantes au quotidien, pour être le directeur de ce magnifique parc de la Tête d'Or et du jardin botanique qui va avec. Il circule beaucoup dans le monde entier, d'où il nous ramène des plantes peu connues encore dans notre univers local. La deuxième raison qui me réjouit d'être parmi vous, c'est que nous parlons des herbes, puisque nous parlons d'herboristerie. Et sur ce terrain, le travail que fait M. Delivoye est tout à fait remarquable. Je l'ai rencontré à Strasbourg il y a 2 ans, je crois. Nous avons fait une conférence là-bas qui avait eu un certain succès. J'admire beaucoup son travail. C'est un homme très engagé, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il est à la fois engagé et très efficace. Que nous avons besoin, avec nous, bien sûr, de gens qui ont une efficacité suffisante pour porter la cause que nous défendons. La troisième raison, c'est que l'école des plantes de Lyon est très réputée. Monsieur de Bonneval a témoigné en sa faveur. J'apprends qu'il va y avoir une fédération des écoles de plantes. J'étais moi-même très proche de l'école des plantes de Lille, dirigée par mes amis GU, dont Jean-Marie est décédé il y a quelques semaines, et qui est une des écoles des plantes que j'ai connues à sa naissance, il y a déjà pas mal d'années. Donc je sais ce qui s'y fait, et je trouve que c'est très très important qu'il s'y fasse des choses, parce que je suis assez désolé, je ne vous le cache pas, de voir que dans mon univers pharmaceutique, comme ça a été dit tout à l'heure, les plantes n'ont pas l'importance qu'elles devraient avoir. Et il est très important que le mouvement en faveur des plantes dépasse le cadre un peu étroit de ce domaine. Voilà, toutes ces raisons me réjouissent beaucoup d'être parmi vous. Alors, je voudrais commencer peut-être par évoquer quelques points forts de ma propre carrière, parce qu'elle a été étroitement liée, évidemment, par la botanique au monde des plantes. J'ai passé mon agrégation en 1961. C'était l'agrégation de matières médicales. Ça ne s'appelait pas encore la science des plantes médicinales, pharmacognosie. Et le bruit qui courait dans les couloirs de la faculté de pharmacie de Paris, c'était que c'était la dernière agrégation où il y aurait une option plante. Et que dans le futur, cette option disparaîtrait au profit des médicaments chimiques de synthèse. Donc il y avait une sorte de décrue très marquée à l'époque dans l'opinion publique pour le monde des plantes qui nous réunit aujourd'hui au profit de la chimie qui était à sa période la plus triomphante. Nous savons qu'il n'en est plus de même aujourd'hui, mais c'était ce qu'on ressentait dans le contexte des années 60. Alors on continuait à avoir un certain respect pour les plantes dures, que nous appelions les plantes héroïques, donc les plantes à hétérosides, cardiotoniques comme la digitale, ou les plantes à alcaloïdes comme la belladone, etc., qui tiraient leur épingle du jeu. Les plantes que nous pourrions définir comme douces devaient absolument disparaître des étals en même temps que les herboristes qui les dispensaient. C'était le concept dominant à cette époque. Et depuis cette époque, les temps ont profondément changé. En fait,
nous avions des alliés dans les opinions publiques. Je pense à ce que faisait Mességuet à l'époque, Rika Sarai, que j'ai rencontré 2 fois, et qui me disait: vous avez un avantage sur moi, monsieur Pelt, c'est que moi, quand je parle, tout le monde se moque de moi. Quand vous parlez, vous, on ne se moque pas de vous. Bon, j'avais trouvé ça sympathique, et j'avais pas envie de me moquer d'elle et de ses bains de siège. Il y avait même, je ne sais pas si vous en souvenez, un présentateur de la télé qui s'appelait Jean-Claude Bourret, qui avait fait un bouquin sur les plantes médicinales, et les plantes, par conséquent, avaient filé dans l'opinion publique. Elles n'étaient pas complètement disparues, puisqu'il y a eu ce support à cette époque. Il y avait aussi à cette époque un mépris de fer pour les tradipraticiens, c'est-à-dire dans toutes les cultures du monde, pour ceux qui s'occupaient des plantes médicinales et qui soignaient par les plantes, puisque dans le monde entier, il est bien évident que dans toutes les cultures, on soigne traditionnellement par les plantes. Alors le climat depuis cette époque a très, très profondément changé. Le début du changement, sans doute, est ce mouvement hippie aux États-Unis dans les années 60, qui a marqué un retour à la nature dans les sociétés de consommation que étaient avant la nôtre les États-Unis. Il y a eu la redécouverte des tradipraticiens, il y a eu la redécouverte des peuples qu'on appelait sauvages à l'époque et qu'on appelle ensuite peuples premiers. On leur a consacré un musée, Chirac, à Paris, le musée du Quai Branly. On a commencé à s'intéresser aux cultures amérindiennes. On a écouté le message des Indiens d'Amérique, profondément fusionnel avec la nature, et ceci a marqué à mes yeux le point de départ d'un retour à la nature qui n'a fait depuis que s'amplifier et se développer pratiquement dans le monde entier. Nous avons été engagés dans ce mouvement à l'Institut européen d'écologie que nous avons fondé en 1971, donc nous n'étions pas loin chronologiquement de cette mouvance du renouveau, de ce qu'on pourrait appeler le renouveau, et nous avons travaillé à l'époque avec l'ONU dans ces 2 grandes agences que sont l'OMS et l'UNESCO pour essayer de valoriser les traditions thérapeutiques à base de plantes utilisées partout dans le monde. Et là, il y a eu 2 étapes très significatives et extrêmement importantes. La première, c'est en 1977, lorsque le directeur de l'OMS a plaidé pour la reconnaissance de l'aspect positif des pharmacopées traditionnelles du monde entier, ce qui était un retournement complet, parce que jusque-là, on considérait que ces traditions, on devait les abandonner parce qu'elles n'étaient pas fondées scientifiquement et que par conséquent, elles ne pouvaient pas avoir quelque intérêt que ce soit. Très peu de temps après, en 1979, cette même OMS m'a demandé de rédiger un éditorial pour le seul journal connu de l'ONU qui est le Courrier de l'UNESCO, sur le retour aux plantes médicinales. Donc j'ai rédigé cet éditorial qui est paru en plusieurs langues dans le monde entier et qui a marqué effectivement un regain d'intérêt, un nouveau regard sur le monde immense de ceux qui partout soignent par les plantes. Et c'est à l'époque aussi où nous avons créé la Société française d'ethnopharmacologie avec mon collègue et ami Jacques Florentin, que sans doute pas mal d'entre vous connaissent. Et nous sommes donc partis dans cette direction avec le souci de fonder ce mouvement vers les tradipraticiens, qu'on n'appelait plus les guérisseurs, sur des bases scientifiques. Alors là, nous nous sommes heurtés à une question qui était d'ordre purement culturel, parce qu'il y a aussi de la culture dans la science. Comment peut-on mettre en évidence la valeur thérapeutique de plantes
que traditionnellement on n'expérimentait pas en pharmacologie, puisque l'univers de la pharmacologie, comme l'univers de la toxicologie, à cette époque, ne prenait en considération que les molécules. Un toxicologue ou un pharmacologue qui aurait eu l'idée saugrenue de prendre en considération une plante entière ne pouvait qu'être condamné pour vice de forme dans le domaine de l'approche scientifique. Alors nous avons eu effectivement cette audace. J'avais travaillé avant ça, dans les 10 premières années de ma carrière, c'était à Nancy, sur les plantes médicinales de l'Afghanistan, mais nous avions travaillé sur les plantes dures, sur les solanacées, sur les liliacées, sur les éphédras, sur un certain nombre de plantes à alcaloïdes, pratiquement toutes les plantes à alcaloïdes de l'Afghanistan. Et quand nous sommes venus à Metz fonder l'Institut européen d'écologie, il fallait changer notre fusil d'épaule et s'intéresser aussi aux plantes douces qui sont celles portées évidemment par ce mouvement de retour à la nature. Et nous nous sommes dit, nous allons travailler la pharmacologie sur des plantes douces. Il se trouve qu'à cette époque-là, les laboratoires Rosa voulaient en savoir plus sur l'orchophytol. Ils avaient des problèmes avec le ministère pour prouver l'efficacité de leurs médicaments à base de feuilles d'artichaut, diurétiques, cholérétiques, cholagogues, hépatoprotecteurs, etc. Et on nous a demandé de tirer au clair l'histoire de ce médicament et voir si son efficacité pouvait être scientifiquement prouvée. Et nous voilà partis donc sur les extraits de feuilles d'artichaut. Nous avons travaillé sur ces extraits en tirant les substances supposées actives, qu'on nous avait indiquées comme supposées actives, mais il n'y avait pas eu de pharmacologie. Alors il y avait la cinarine, c'était le principe dominant, pensait-on, qui était cholagogue et légèrement cholérétique, mais pas très fortement. Il y avait la cynaropicrine, picrine ça veut dire jaune, qui était une substance qu'on considérait comme efficace aussi, mais qui s'est avérée peu efficace ensuite. Et puis il y avait des acides alcools. Ces acides alcools, vous les connaissez tous, ils sont d'une banalité absolue, l'acide citrique, donc du citron et des agrumes, l'acide malique isolé d'abord dans les pommes, l'acide succinique isolé du sucin, des animaux. Ces acides alcools donc étaient très très banals et ne semblaient pas porter du tout une quelconque activité thérapeutique. Alors nous avons aligné ces 5 principes. Il y avait un principe alcool un peu plus compliqué qui est l'acide hydroxyméthyle acrylique. Et puis il y avait l'acide tartrique aussi qui est dans les lits de vin. Alors nous avons aligné tout ça. Et puis nous avons testé sur des animaux de laboratoire chacun de ces principes. Résultat consternant. Ça ne marche pas. Ça marche pas. La cynaropicrine ne marchait pas du tout. La cinarine était légèrement cholagogue. Les acides d'alcool n'avaient pratiquement aucune activité. Et nous avons fait le mouvement inverse qu'on ne fait jamais. Nous les avons mélangés. D'abord par 2, puis par 3, puis par 4, puis par 5, puis par 6, puis par 7, puisqu'il y en avait 7. Et nous avons assisté à la montée en puissance des propriétés recherchées qui étaient censées être les propriétés de la feuille d'artichaut. Nous avons en quelque sorte fait un mouvement de synthèse alors que partout on fait un mouvement d'analyse. Et ça a été vraiment très surprenant. Ça a été très surprenant en particulier avec les acides alcools. Ces acides alcools que nous pensions être sans grande efficacité acquéraient une efficacité quand on les mélangeait. Et un de ces acides alcools a attiré notre attention, c'est l'acide hydroxyméthyle acrylique, qui est en fait un composant de la molécule de cynaropicrine,
Pickering, je l'ai dit, c'est jaune. Et vous voyez que le suc de la feuille d'artichaut est jaune et qu'on tombe sur l'histoire des signatures où un médicament pour le foie se doit d'être jaune selon cette antique théorie qui veut que les semblables soignent les semblables. Donc, comme le suc de la feuille d'artichaut était jaune, il était censé être actif pour le foie. Ben, ça s'est confirmé, étrangement. Ça s'est souvent confirmé d'ailleurs, comme je le raconte dans de nombreux bouquins, pour l'aspirine, qui est née de cette fameuse théorie des signatures, puisque, je vous le rappelle, on a raisonné en fin du XVIIIe siècle, M. Stone, en Angleterre, sur le saule, qui ne tombe pas malade quand il a les pieds mouillés, donc il n'attrape pas de maladies affrigorées, ces maladies qu'on attrape quand on a les pieds mouillés et froids. Alors il s'était dit, c'est sans doute parce que le saule est protégé contre ces maladies. Et s'il est protégé, c'est forcément par son écorce. Puis après, il y a toute la longue histoire de l'aspirine partant des écorces de saule. Eh bien là, nous avions une signature, nous sommes retombés sur la signature avec cette Cinaro Pickering. Et cette Cinaro Pickering, quand on l'a rajoutée comme le dernier élément des 7 que j'ai cités, a puissamment augmenté les propriétés de l'ensemble. Et nous avons alors vérifié sur ce mélange de 7 substances, nous avons vérifié les propriétés cholagogues très efficaces, cholérétiques, diurétiques, et puis hépatoprotectrices. Hépatoprotectrices, ça consiste à mesurer la capacité du foie de désintoxiquer des toxiques. Nous avions 2 toxiques, le tétrachlordocarbone et les barbituriques, et on s'aperçoit que protégés par ce mélange des 7, eh bien le foie était capable d'augmenter puissamment sa résistance à ces molécules qui normalement lui sont tout à fait hostiles. Bien entendu, ça va de soi, nous avons comparé notre mélange des 7 avec la feuille d'artichaut, avec l'extrait de feuille d'artichaut, et ça collait très bien. Donc nous avions ainsi démontré que sur cette plante dite douce, parce que personne n'a l'idée de s'empoisonner avec les feuilles d'artichaut, naturellement, c'est pas la belladone, la mandragore, ou la colchique, ou la conite, ou la digitale, que cette plante douce tirait ses propriétés d'un ensemble de substances. Et nous démontrions ce qui est inscrit dans tous les livres de matière médicale anciens, qu'il y a des synergies. Moi, j'ai enseigné ça, cette notion de synergie. Ces plantes agissent par la synergie d'un ensemble de constituants. C'est ce que disait la tradition. C'est ce que nous disions, nous aussi, lors de mon agrégation de pharmacie, avec cependant une difficulté, c'est que personne jamais n'avait démontré la dite synergie. On parlait de cela, mais on n'avait pas de preuve expérimentale. Et nous étions très heureux d'avoir pu apporter, pour le coup, une preuve expérimentale de ce que sont ces fameuses synergies. Maintenant, si on se place sur le plan philosophique, on s'aperçoit que nous avions un peu tourné le dos, mais partiellement seulement, à l'idée centrale de la science, qui est, devant une situation complexe, d'avoir une approche analytique et de diviser le réel en autant de parties possibles, pour étudier l'action de chaque partie. C'est le mouvement classique de la science, l'analyse. Et ensuite, on vérifie les propriétés des éléments les plus élémentaires. Mais jamais on ne faisait le mouvement inverse. Le premier mouvement, c'est le mouvement cartésien. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement pascalien, c'est celui que nous avions adopté, et qui consiste à constater que le tout est plus que la somme des parties. C'est exactement les résultats que nous avons obtenus, et ce mouvement, pour moi, est
est tout à fait essentiel parce que, à la fin de ma carrière, puisque j'ai quand même maintenant une soixantaine d'années depuis mes études, nous avons découvert, non seulement dans les plantes médicinales, mais dans les lois fondamentales qui nous expliquent l'univers et son évolution depuis le Big Bang jusqu'à nous. Bon, il est bien clair qu'il y a eu un mouvement de complicité croissante, ça tout le monde est d'accord, que nous sommes plus complexes que les quarks ou que les électrons, mais ce qu'on n'avait pas vu, ou pas bien vu jusqu'à présent, c'est que depuis les origines jusqu'à l'homme, il y a un mouvement constant que j'ai baptisé associativité. Ce mouvement veut qu'en associant des entités simples, on obtient des entités complexes, ça paraît complètement évident, ça paraît être un truisme, mais la fin de la phrase est très importante, avec émergence de propriétés nouvelles. Avec émergence de propriétés nouvelles. En associant des molécules simples, qui sont celles de la feuille d'artichaut, on obtient la feuille d'artichaut, bien plus complexe que ces molécules, avec émergence de ces propriétés que je viens de vous exposer. Et sur ce thème-là, nous avons écrit un bouquin avec Pierre Rabhi, qui est paru il y a une semaine, mercredi dernier, et qui s'appelle « Le monde a-t-il un sens ?» La réponse est oui, oui, ce sens va dans une association constante de substances simples produisant des substances complexes. Alors ça va des quarks jusqu'aux neutrons et aux protons. De là, avec les électrons, ça s'associe pour donner les atomes, qui s'associent pour donner les molécules, qui s'associent pour donner les macromolécules, qui s'associent pour donner les bactéries, qui s'associent pour donner les cellules à noyau, qui s'associent pour donner les organismes pluricellulaires, qui s'associent en société. Ben, ça vous paraît complètement évident. Ben, bizarrement, c'est évident pour personne. Nous sommes absolument noyés dans le darwinisme, que je ne critique absolument pas, parce que bien sûr, ce sont les êtres les mieux adaptés qui passent les périodes de crise, mais les êtres mieux adaptés ne sont pas seulement les mutants, comme on le dit partout, tout le temps et toujours. Ce sont aussi ces êtres qui naissent de l'associativité. Le monde a-t-il un sens ? Ça a l'air d'intéresser les gens, parce que j'ai écrit 58 livres, c'est le 58e, c'est le seul qui part brusquement en flèche. Je suis très stupéfait des chiffres que j'ai eus hier, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais évidemment, il y a une locomotive, c'est mon ami Pierre Rabhi, mon vieil ami Pierre Rabhi que je connais depuis si longtemps, et qui est apparemment un des rares, sinon le seul prophète actuellement en exercice dans le royaume de France, et qui dépasse très largement le dit royaume de France par son prophétisme et ses qualités extraordinaires d'homme de la terre, d'homme des plantes, d'homme de l'agroécologie et d'homme respectueux de ce qu'il appelle la terre nourricière. Ce mouvement de la feuille d'artichaut que je situe, vous voyez, dans un mouvement beaucoup plus général, nous le retrouvons à beaucoup de niveaux. On retrouve pratiquement ce mouvement dans toutes les plantes dites douces, ces synergies. Alors évidemment, il y a deux manières du coup de voir les plantes. Il y a à les considérer comme des mines qui produisent des substances, c'est ce qu'on fait quand on produit de la morphine à partir de l'opium du pavot, c'est ce qu'on fait quand on sort des alcaloïdes, très toxiques évidemment, c'est ce qu'on fait lorsqu'on sort des hétérosides, beaucoup sont très toxiques aussi, pas tous naturellement, ce sont les plantes dites zéroïques, où là, on n'a pas besoin de les associer pour avoir une action. Ils ont une action qui leur est propre. Et c'est cette action qui leur est propre que
l'on va utiliser en thérapeutique. Et puis il y a les plantes douces. Et alors sur ces plantes douces, nous avons fait quelques constatations assez surprenantes par l'associativité de nouveau, en travaillant un petit peu, mais moins que sur l'artichaut, sur l'Eschscholzia. Et là, nous avons une kyrielle de substances. C'est le même mouvement. La plupart d'entre elles sont pratiquement inefficaces en tant que sédatifs et en tant que produisant le sommeil, luttant par conséquent contre les insomnies, elles-mêmes douces d'ailleurs. C'est exactement la même chose. Nous avons de nouveau tout un panel de principes actifs, de sorte qu'on ne peut pas doser la qualité de l'Eschscholzia avec une substance, c'est la plante entière qu'il faut prendre en considération. Encore un autre exemple, c'est l'exemple que nous a ramené du Yémen mon ami Jacques Florentin. Il a été faire son service militaire en coopération au Yémen. Il y est resté 2 ans. Il a vu 430 guérisseurs un peu partout dans le pays. Il a beaucoup circulé. C'était l'époque où on pouvait circuler au Yémen, ce qui n'est plus le cas. Moi, j'avais travaillé sur l'Afghanistan, ce qui n'est plus le cas non plus, ce qui donne à réfléchir sur l'évolution des sociétés depuis ces époques. Et il m'a dit, en revenant, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'ils me disent tous la même chose à propos de 2 plantes jaunes dont ils me disent qu'elles sont bonnes pour le foie. Et comme nous étions sur l'artichaut, du coup, ça m'a beaucoup alerté. Et j'ai dit, mais tu vas faire ta thèse sur ces 2 plantes jaunes. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent tous la même chose. Si on utilise l'une de ces 2 plantes, l'Anisotes trisulcus ou bien le Crepis rupeliana, qui sont 2 astéracées, ça ne marche pas, quelle que soit la dose. Mais ils disent, quand on les mélange, ça marche bien. Alors nous avons fait des mélanges de ces 2 plantes, nous les avons testés séparément, toujours avec la même batterie de tests de nos plantes hépatoactives, et séparément, ça ne donnait rien du tout. Les guérisseurs avaient bien vu le problème. Puis on les a mélangés, et à dose égale, ça marchait très bien. Plutôt mieux d'ailleurs que l'artichaut. Ce mélange de plantes est extrêmement efficace. Ce sont des plantes endémiques de l'Arabie heureuse, encore baptisée l'Arabie verte, puisque c'est le sud de l'Arabie. Et nous avions de nouveau la même démonstration de l'associativité, laissant apparaître des propriétés nouvelles. Je pense que si nous avions continué à travailler dans cette direction, eh bien nous en aurions trouvé encore beaucoup d'autres, des expériences de ce genre et des cas de ce genre. Et j'en suis venu à croire maintenant que c'est par ce biais que l'on peut approcher la plupart des plantes que nous utilisons. Alors il a été fait allusion tout à l'heure au fait que l'Union européenne vise à ouvrir plus large le panel des 148 plantes, je crois, pour en mettre d'autres encore en vente libre, parce que là aussi, nous avons mené une action intense pour faire que l'on valorise les traditions et qu'on n'impose pas pour qu'une plante soit en vente à quelque part des tests subtils et compliqués pendant 10 ans ou plus pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, ce qui serait complètement absurde et qui pourtant fait problème pour le monde proche du nôtre de la cosmétologie. Mon ami Christian Courtin, le patron de Clarins, m'explique comment, lorsqu'ils utilisent de nouvelles plantes, qui leur sont proposées par mon ami Jean-Pierre Nicolas, créateur des Jardins du Monde,
très bon connaisseur de plantes et très grand voyageur aussi, et que je leur ai moi proposé pour leur entreprise, ils peuvent avoir des problèmes s'ils mettent en évidence dans la composition de leurs produits cosmétologiques la présence d'une plante qui n'est pas répertoriée, même en cosmétologie, par un label quelconque et éventuellement par un AMM. Alors on leur a demandé aussi, c'est pour vous dire l'absurdité du système dans lequel on est, on leur a demandé si la lavande avait un AMM. Bon, tant qu'à faire, on aurait aussi pu leur demander si la menthe avait un AMM. Bon, voilà, il y a eu un petit peu de raison qui a fini par rentrer dans le système, et la directive européenne 2004-24 EC a ouvert quand même la gamme des plantes possibles à utiliser en automédication, bien sûr, mais aussi en phytothérapie. Un simple enregistrement suffit pour que ces plantes puissent être employées. Ceci nous amène à une réflexion sur la tradition. Il ne vous échappe pas que le mot innovation est présent dans le langage politico-médiatique tous les jours que Dieu fait, même les jours que Dieu ne fait pas. Innover. Nous serons sauvés que si nous innovons. Si nous n'innovons pas, nous ne serons pas sauvés. Alors peut-être qu'on va inventer la fourchette à 5 dents, ça sera une innovation. Nous ayons dans les nouvelles technologies des innovations se succéder à un rythme absolument infernal et démentiel à mes yeux, complètement démentiel à mes yeux. Mais voilà, ça crée de nouveaux produits. La pub fait qu'on éprouve un besoin d'avoir ces nouveaux produits, ça fait donc marcher la consommation, donc ça fait marcher l'emploi. C'est le dogme, un dogme absolu. C'est comme ça que fonctionne l'ultralibéralisme en exercice dans le monde actuel. Mais j'ai toujours considéré que l'innovation devait être équilibrée par la tradition. C'est très bien l'innovation quand on cherche de nouvelles sources d'énergie, par exemple. Mais proposer systématiquement dans tous les domaines de l'innovation et considérer qu'il faut que la tradition soit mise hors jeu, c'est tout à fait inacceptable. Et c'est ce qui fait, chers amis, quand on réfléchit bien, ce côté parfaitement incohérent et chaotique de la société dans laquelle nous vivons. Je suis très frappé, comme le dit ma plus proche amie qui est Peul, donc africaine, que nous avons un art consommé de compliquer à l'infini les choses simples. Vous l'expérimentez dans vos vies tous les jours. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? La réponse, elle est très simple à ça, c'est que nous disposons de 2 task force qui nous permettent de faire compliquer ce qui serait simple, c'est la technocratie et la technologie. Quand la technologie et la technocratie fonctionnent ensemble, ça vous donne l'extrême complexité de la société dans laquelle nous vivons. Ça fait qu'on peut par exemple avoir 5 taux différents pour les TVA, qu'un boulanger-pâtissier, quand il vend du pain ou quand il vend des gâteaux, n'a pas les mêmes TVA, qui doit faire lui-même des calculs subtils et complexes qui ne sont pas dans la nature des choses pour un boulanger. Mais je prends l'exemple du boulanger, on pourrait prendre n'importe quel exemple. Un pharmacien dans son officine est d'abord asservi à la technocratie de la Sécu, qui est une chose merveilleuse, mais qui s'est refroidie, qui est devenue sèche, et comme le monde même dans lequel nous vivons est devenu sec. Il faut se souvenir que dans l'histoire des civilisations, les grands empires ont duré parce qu'ils n'ont pas beaucoup innové. En Chine, lorsqu'on faisait une découverte, il fallait montrer que d'autres l'avaient fait avant soi-même. C'était le rôle des mandarins. Tout devait rester identique. En Égypte, c'était la même chose. Pendant toute la longue histoire plurimillénaire des pharaons d'Égypte, il y avait la déesse Maat,
qui était la déesse de la continuité, sans heurts et sans changement. Nous sommes dans des civilisations à l'inverse, qui ne voient plus que le changement, la réforme, l'innovation, et qui finissent par nous rendre dingue. Et des fois, je me dis, quand je vois telle ou telle chose à la télé, est-ce que l'humanité finira par devenir folle? On peut imaginer un sort tragique pour notre monde, ce que je ne souhaite pas, mais il est très important de dire que dans notre domaine, la tradition est porteuse de valeurs fondamentales. Et cela, je suis quelqu'un qui y tient beaucoup. Alors je vous propose pour terminer une exploration en dehors de notre flore et donc de notre culture d'herboriste. J'ai travaillé sur les thérapeutiques mises en œuvre par les médecins vaudous. J'ai passé du temps avec des grands guérisseurs vaudous. J'ai eu l'immense chance de passer du temps avec le plus grand thérapeute du vaudou. Ça s'est passé au Bénin, il y a déjà pas mal d'années. Et nous avons fait avec M. Landry en question une herborisation. Nous avons fait une herbo. Alors il m'a montré du datura. Il m'a dit, est-ce que tu sais à quoi ça sert? Oui, j'ai dit, ça, à force d'eau, ça sert à rendre fou. Ah oui, bah dit tout à fait, oui, c'est ça. Ça rend fou, hein, complètement fou, oui. Oui. Une autre plante, je la connaissais par chance, c'était le Rauvolfia. Et il me demande, est-ce que tu connais cette plante? Rauvolfia vomitoria. J'ai dit oui. Alors, il me dit, à quoi tu t'en sers comment? Ben, je me dis, c'est ce qui guérit les fous, la réserpine. Ah, il me dit oui. Alors, je me suis dit, il connaît le Rauvolfia, et depuis quand il le connaît? Alors, j'ai dit, tu le connais depuis longtemps, parce que nous, en Occident, on ne le connaît que depuis 35 ans. Ça se passait il y a 20 ans. Oh non, il m'a dit, non, nous, on le connaît depuis toujours. Mon père, mon grand-père, on a toujours utilisé cette plante pour soigner les fous. Et crac, je me suis dit, mince alors, pendant que nous étions encore à l'électrochoc et à la camisole de force, eux avaient un médicament qui marche très bien, qui a été ensuite supplanté par toute une série de psychotropes qui permettent de soigner la schizophrénie, mais mon guérisseur vaudou savait soigner la schizophrénie avant nous. Après, il me montre une autre plante, c'était l'aloès. J'ai dit, c'est l'aloès. Il me dit, à quoi ça sert? J'ai dit, c'est purgatif. Oh, il dit, oui, mais ça, c'est pas important. C'est important, c'est que l'aloès, c'est bon pour la peau. À l'époque, l'aloès n'était pas en cosmétologie. Elle est maintenant partout en cosmétologie. Donc, il connaissait les propriétés de l'aloès en ce qui concerne les actions vulnéraires et assouplissantes, bien avant que nous l'utilisions, nous. Ensuite, elle a continué. On montre encore une autre plante. C'était le kalanchoé. C'est une crassulacée qui est une plante grasse. Il me dit, qu'est-ce que vous en faites de ça? Oh, j'ai dit, on l'utilise comme sédatif. Ah, il dit oui, ça c'est vrai. Tu sais pourquoi? J'ai dit, non, pas trop, non. Mais tu vas me le dire. Ben oui, c'est parce qu'elle est grasse. Et tu as bien vu que les gros, ils sont moins actifs que les petits maigres. Les petits maigres, ils s'agitent beaucoup. Les gros, ils s'agitent beaucoup moins. Vous voyez, je ne m'agite pas du tout, moi. Théorie des signatures, que je retrouvais donc par conséquent avec mon ami Landry. Et puis ça a continué, mais ça a continué d'une manière telle que moi-même j'étais complètement largué. Il me montrait des plantes les unes après les autres que je ne connaissais pas. Je me suis dit, bigre, comme celles que je connais, il les connaît bien, qu'il les connaît mieux que moi, puisqu'il connaît des propriétés que nous ne connaissions pas autrefois. Ce qui me dit des autres, ça doit être vrai aussi, forcément. Alors j'étais complètement estomaqué par ce savoir, et l'agrégé de pharmacie en matière médicale, qui désormais s'appelait pharmacognosie, a dû faire acte de profonde humilité, ce qui n'est pas trop difficile pour moi, ça a été un peu dans ma nature, par rapport à cet immense savoir. Mais nous étions accompagnés dans cette herborisation par mon ami Pierre Verger, qui est
grand spécialiste des voodoos, directeur de recherche au CNRS, initié aux pratiques vaudou et qui me protégeait parce qu'il était tout à fait hors de question d'aller aborder les vaudous si on n'avait pas, vous allez le voir dans un instant, une solide protection à côté de soi. Alors Pierre me dit, demandez-lui comment il fait pour connaître toutes ces plantes. Alors je dis, Monsieur Landry, dites-moi comment vous faites pour connaître toutes ces plantes. Ah ben il m'a dit ça, je te le dirai pas, hein. Ça c'est un secret. Oui, parce que les grands guérisseurs n'ont pas envie de raconter leurs secrets. Ils ne sont pas dans la communication. Dans la communication, c'est les politiques qui sont dedans. Les grands connaisseurs, les grands thérapeutes conservent secrètement leur pouvoir. Parce que leur pouvoir dépend justement du fait qu'ils sont les seuls à le détenir. Alors il y a eu une palabre. Et puis tout d'un coup, Landry a dit, bon ben, je vais te montrer comment je fais pour connaître toutes ces plantes. Viens avec moi. Nous étions au bord de la mer, le golfe de Guinée, l'Atlantique, il va au bord de la mer, et je vois courir sur le sable une plante que, pour le coup, je connaissais très bien, qui était un hypoméa, l'hypoméa pes capri. Oh, je dis, il va pourtant aller vers l'hypoméa, dont je savais que cette plante était hallucinogène au Mexique. Et effectivement, il va vers les hypomées qui rampent sur le sable avec les belles fleurs violettes classiques des hypoméas. Et il s'accroupit, il prend une capsule, il ouvre la capsule, il sort les graines. Et il dit, tu vois, quand je mange les graines, je vois ce qui fait trembler la mer. Et je vois mon père. Et je discute avec lui. J'ai dit, ton père, il est mort il y a combien de temps? Oh, il y a longtemps. Oui, mais vous dites, il est mort. Ça veut rien, pour nous, ça ne veut rien dire. Pour moi, il n'est pas mort, mon père. Tu sais, quand j'ai un malade, où c'est un peu compliqué, où je ne sais pas bien ce qu'il faut que je fasse, eh ben je parle avec mon père. Et je lui dis, papa, qu'est-ce que je dois faire avec lui? Est-ce que je dois plutôt lui donner cette plante, ou plutôt celle-là? Puis on en discute, puis on décide ensemble le traitement. Bon, j'étais médusé, et il ajoute, vous avez les livres, moi je n'ai pas besoin de livres. Le savoir, c'est bien avant les livres. Le savoir, c'est quelque chose qui est existant dans tout l'univers. Et vous avez besoin de le mettre dans les livres. Nous avons accès direct au savoir. Voilà. Ben voilà, ça donne à réfléchir sur l'utilisation des plantes médicinales. Mais ce qui aurait pu m'arriver, si je n'avais pas été protégé par Pierre Verger, ce qui aurait pu m'arriver, c'est qu'on aurait pu me transformer en zombie. Zombie, ce sont ces personnes qui ne peuvent pratiquement plus avoir de pensée personnelle, qui n'ont plus de mémoire, qui n'ont plus de volonté et qui ne savent plus ni ce qu'ils sont ni où ils sont. La zombification est une pratique courante encore dans le vaudou africain et dans le vaudou haïtien et dans le vaudou brésilien, puisque ce sont les 3 régions du monde où les Noirs, de la traite des Noirs, ont été amenés il y a 2 ou 3 siècles. Alors j'aurais bien voulu étudier la manière dont on fabrique un zombie. Parce que je suis curieux, madame. Pourquoi on fait un zombie? Oui, je vais vous l'expliquer. Oui, bien sûr. Voilà, on fait un zombie parce qu'on a besoin de gens dans les cultures de canne à sucre qui soient des gens dociles. Alors, malheureusement, j'ai été élu maire adjoint de la ville de Metz à ce moment-là et je n'ai pas pu continuer à travailler là-dessus, mais j'avais toujours un œil sur la bibliographie des Voodoo. Et voilà que je trouve tout d'un coup un livre d'un certain Wade Davis qui vit à New York, qui est au Muséum d'histoire naturelle de New York, et qui a pu faire ce que je n'ai pas pu faire, parce qu'on ne peut pas être adjoint au maire d'une grande ville et en même temps être spécialiste de la zombification. Ça, c'est pas possible. Bien que les politiques aimeraient parfois nous transformer en zombies aussi, mais comme vous le constatez vous-même, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout d'ailleurs. Alors Wade Davis raconte qu'il a, travaillant sur le vaudou, qu'il a eu écho à Haïti
de la réapparition d'un certain Clervus Narcisse qu'on a dûment enterré et qui a ressuscité. Alors il s'est précipité pour voir ce bonhomme, et ce bonhomme est le fruit d'une zombification ratée. Alors il raconte ceci. Il raconte qu'il est mort, mais qu'il a vu ce qu'on faisait de lui, comment on l'a mis dans son cercueil, comment on a enfoncé des clous pour fermer le cercueil, et un clou qui lui est rentré dans la joue, il avait une cicatrice, comment son cercueil a été mis en terre, comment sa famille pleurait, comment il se voyait au-dessus de sa famille. Donc c'est un petit peu ce qui se passe dans les expériences proches de la mort, le fameux tunnel, la grande lumière, tout ça. Je pense que vous connaissez cela. Et puis, il est resté comme ça, suspendu. Il n'y a plus de temps. Et puis tout d'un coup, il y a eu un grand bruit. Puis on l'a ressorti de son cercueil, on l'a emballé dans un drap. On lui a fait prendre une potion, on l'a chargé dans un camion et on l'a emmené dans une plantation de canne à sucre. Et dans cette plantation de canne à sucre, il a travaillé quelque temps. Et puis, alors c'est en ça que le zombie est raté, il s'est réveillé et il s'est rappelé tout ça. Et il racontait tout ça à ses proches. Alors ceci a beaucoup fasciné évidemment Wade Davis, comme ça m'aurait fasciné moi-même si j'avais fait la même expérience. Et la suite est passionnante parce que Davis a voulu savoir comment il s'était pris pour le zombifier. Et il a réussi à se faire admettre par des vaudous qui lui ont montré par quel poison on pouvait zombifier quelqu'un. Et il a assisté à la fabrication du poison. Alors, petit 1, il y a des extraits d'os d'un cadavre récemment inhumé qui contiennent de la putrécine et de la cadavérine qui sont des bases hyperazotées et qui donnent au cadavre leur odeur épouvantable. Deuxièmement, il y a des peaux de crapaud. Les peaux de crapaud sont présentes dans l'arsenal des sorciers d'Europe aussi, parce que la peau de crapaud contient un hallucinogène qui est la buffoténine. Troisièmement, il y a des mucunas. Mucuna, c'est une plante étrange. Je ne vous souhaite pas d'avoir un contact étroit avec elle, parce que ça ne provoque pas une associativité positive mais négative. À côté du mucuna, les orties sont une plante tout à fait douce, qui ne pique pas. Moi, j'ai touché les fleurs de mucuna au Togo. C'est une papillonacée qui ressemble beaucoup à la glycine. C'est très joli, ça donne de très magnifiques grappes blanches. Bon, je me suis gratté. Pendant 3 jours, c'était épouvantable. Épouvantable. Mais les graines du dit mucuna contiennent de la dopamine qu'on utilise pour soigner les parkinsoniens. Elles sont hallucinogènes. Ensuite, il y a dans le mélange des écorces d'albizia. Les écorces d'albizia, c'est un grand arbre à fleurs bleues, très ornemental, qu'on trouve partout sous les tropiques, et qui contiennent des saponosides, donc qui permettent à toutes ces molécules de pénétrer le flux circulatoire. Et puis, il y a les viscères du poisson globe. Alors, les viscères du poisson globe, c'est très toxique. En Extrême-Orient, on consomme les poissons globes. C'est des poissons tout ronds et piquants, mais on enlève les viscères. Si on n'enlève pas les viscères, on meurt. Donc il faut faire très attention quand on consomme du poisson globe. Ils utilisent les viscères du poisson globe, qui contiennent une substance connue qui est la thérodotoxine. Et puis tout ça est mélangé, et ça donne un poison que l'on met sur les tongs de la personne qu'on veut amener à l'état de catalepsie, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans une région tropicale, on transpire des pieds, et par conséquent, le poison pénètre dans la circulation, pénètre d'autant mieux qu'il y a les écorces d'albizia dedans pour le faire pénétrer,
Et c'est ainsi que la personne tombe en catalepsie quand les doses sont parfaitement connues. Merveille de la toxicologie. Ils étaient meilleurs que nous en toxicologie. Mon ami Jean-Michel Joigny, qui était un éminent toxicologue, qui a été un de ceux qui a alerté pour l'amiante avec nous, était émerveillé par cette capacité de fabriquer un poison si complexe, avec l'efficacité qui fait qu'on tombe en catalepsie, mais qu'on ne meurt pas. On est juste entre les deux. Puis il y a le réveil. Alors le réveil, eh bien, c'est le datura. Et le datura, c'est cette plante qui rend fou, dès que la dose est un petit peu élevée, mais qui rompt la catalepsie, et qui s'est avéré, à travers cette expérience, être le contrepoison du poisson globe. Du poisson globe. Et le datura contient la scopolamine, sérum de vérité, qui abolit la volonté, et contient des peptides qui ont été étudiés à Strasbourg par mon ami Ropars, et ces peptides entraînent l'oubli, tuent la mémoire. Et donc, sous l'effet du datura, on perd la volonté, on perd la mémoire. Et on devient effectivement un parfait zombie. Histoire extraordinaire, plus extraordinaire encore, est qu'en Nouvelle-Calédonie, quand on s'intoxique par le poisson globe, on utilise des duboisia comme contrepoison. Le duboisia contient les mêmes alcaloïdes que le datura. Et il y a ici un phénomène de convergence entre des stratégies thérapeutiques en Nouvelle-Calédonie et en Afrique, donc séparées de 20 000 kilomètres. Les convergences, c'est très très important aussi dans le monde de la pharmacognosie, où on s'aperçoit que des cultures différentes ont souvent recours aux mêmes plantes quand ces mêmes plantes poussent dans leur région, ou à des plantes appareillées. Duboisia et datura appartiennent tous les deux à la famille des solanacées. Voilà l'expérience que j'ai faite avec les vaudous en Afrique. Je pensais vous la proposer parce que ça étend énormément notre connaissance de ce que les plantes sont capables de faire. Alors on comprend après ça que dans la Bible, le livre du Siracide, écrit par un certain Jésus qui n'est pas notre Jésus habituel, mais qui est le fils de Syrah, d'où le nom Siracide, on lit au chapitre 38, au verset 4 à 8, ceci: le Seigneur Dieu a créé les plantes médicinales qui sortent de la terre. Un homme avisé ne les dédaigne pas. Le médecin s'en sert pour soigner et calmer la douleur. Et celui qui apprête ces médicaments en fait ses mélanges. De cette façon, les œuvres du Très-Haut ne sont pas terminées et le bien-être continue à se répandre sur la terre. Alors voilà ce qu'on dit de nous dans la Bible, ce qui est plutôt sympathique. Le bien-être. Il nous faut conclure la conclusion. On peut être très bon en matière de plantes médicinales, on peut être très écolo dans son lien à la nature, ce que ne sont pas les écolos politiques, dont je suis très éloigné, extrêmement éloigné en raison de leur philosophie libertaire. Et puis on peut être insupportable, on peut être méchant. Donc ça ne suffit pas de bien se soigner par les plantes et d'être un bon écolo, il faut aussi être gentil. Il faut être gentil. Je constate, comme vous le constatez tous les jours, que nos rapports humains sont d'autant plus froids qu'il y a plus de technologies pour les porter. Plus les technologies s'améliorent, plus les services se détériorent. Vous le voyez à la poste, où les lettres mettent plus de temps qu'autrefois, etc., partout. Et puis vous voyez aussi que lorsque vous êtes dans la salle d'attente d'un médecin, il y a 10 personnes et toutes les 10 sont sur leur engin parce que personne ne pourrait dire un mot à un autre, c'est impensable. On est sur soi-même, on tourne sur soi-même. Monde très sec, très froid, dans lequel je ne me plais pas du tout. C'est pourquoi je fréquente plutôt des gens avec lesquels je me plais
comme c'est le cas ce matin. J'ai écrit un livre avec Théodore Monod, qui était un immense savant. Il savait tout sur les déserts. Il avait une immense culture. Et quand nous avons eu fini d'enregistrer nos cassettes, il m'offre un thé dans son petit laboratoire du muséum et il me dit « Jean-Marie, mais je me suis aperçu que vous étiez optimiste. Et comment vous faites pour être optimiste ?» Ben, j'ai dit « Je suis plutôt réaliste et volontariste et je suis engagé dans les causes qui nous sont communes. » Qu'on pourrait résumer par le dipôle nature et spiritualité. Il me dit « Oui, d'accord, moi aussi, mais il me dit, vous savez bien que l'homme va disparaître. » Oh, je dis oui, peut-être, sûrement, même quand le soleil se refroidira tout à fait à la fin, ou même quand il se réchauffera d'abord et qu'il se refroidira ensuite, nous disparaîtrons à coup sûr. Mais c'est dans 1 milliard d'années où ça devient dangereux, et dans 5 milliards d'années, c'est fini. Donc on a du temps devant nous. À moins qu'il y ait un conflit nucléaire fou qui nous emporte. Moi, il me dit bien sûr que oui. Ben, bien sûr que oui, qu'il y aura un conflit nucléaire qui nous emportera. Et en 2100, il n'y aura plus un homme sur la Terre. Oh, j'ai dit bigre, mais vous êtes très pessimiste, monsieur Monod. Ah, il me dit oui, je suis très pessimiste. Oui, je suis devenu très pessimiste, il avait 96 ans. Quand vous voyez les vaches dans un champ, dites-moi, Jean-Marie, qu'est-ce qu'il y a de plus paisible qu'un champ de vaches? C'est pas étonnant que les hindous considèrent la vache comme le symbole de la vie subhumaine avant l'homme. Parce que ces animaux sont paisibles et pas agressifs. Et Gandhi a écrit des choses magnifiques sur les vaches. Est-ce que vous l'avez lu? J'ai dit oui, je connais ces textes sur les vaches. Ben, il dit maintenant vous regardez les chimpanzés, ils passent leur temps à se quereller, ils sont tout le temps en bagarre les uns avec les autres. Et le grand malheur de l'humanité, c'est qu'au lieu de ressembler aux vaches, on ressemble aux chimpanzés. Alors on a le même patrimoine génétique qu'eux, ou à peu près, et on est en conflit perpétuel. On est toujours fâché avec quelqu'un, avec plusieurs, entre les peuples, entre les groupes, tout le monde est tout le temps fâché. Tout le monde se bat tout le temps. Il y a des duels partout. Voilà. La télé adore ça, un duel. Il me dit, est-ce que vous savez qu'on dépense chaque année 1900 milliards de dollars pour les armes, pour nous entretuer par conséquent, et qu'on n'est pas capable de trouver 13 fois moins, c'est-à-dire 140 milliards de dollars pour nourrir le milliard d'hommes qui ne meurent pas, qui ne mangent pas à sa faim. D'un côté, on trouve des sommes vertigineuses pour nous entretuer, avec le nucléaire en particulier, et d'un autre côté, on est parfaitement incapable de nourrir 1 milliard d'hommes. Et mais vous pensez qu'une espèce comme ça a beaucoup de chances de s'en sortir? J'étais assez sidéré parce qu'il disait, parce que c'était vrai, je connaissais en gros ces chiffres. Alors il me regarde avec ses yeux bleus profonds. Ouais, il me dit, bien sûr Jean-Marie, enfin, nous sommes chrétiens tous les deux, alors il y a le fameux « aimez-vous les uns les autres ». C'est très beau. Vous trouvez que ça marche, vous? Je dis pas très fort. Bon, je dis, ça marche un petit peu. Non, Jean-Marie, ça marche pas du tout. Et vous savez pourquoi ça marche pas du tout? J'ai dit non, je ne sais pas, mais vous allez me le dire. Ça marche pas du tout parce qu'on n'a jamais essayé pour de bon. Et voilà qu'il tape un grand coup sur la table et dit « Pour de bon, Jean-Marie, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un jour, au lieu du progrès matériel, tout d'un coup, les responsables politiques de la Terre entière parlent du progrès spirituel et moral et éthique des hommes? Vous avez déjà imaginé ça? J'ai dit « Oui, on en est loin. » Bon. Et puis je vois une larme qui coule. C'est souvent le cas chez les personnes âgées. Et il me dit, écoutez, je voudrais vous demander quelque chose. Vous voyez ce que je vous dis là en ce moment, c'est ce que je pense à la fin de la vie. Et je m'en veux beaucoup de ne pas l'avoir dit plus tôt. Parce que ça, c'est important.
parce que si on s'aimait, on trouverait des solutions à tous les problèmes. Mais comme on ne s'aime pas, on fait des guerres. Et le monde partout est en conflit, vous le savez bien. C'est encore plus vrai aujourd'hui, puisqu'il me disait ça en l'an 2000. Vous faites beaucoup de conférences. Vous devriez le dire. Vous le diriez, ça? Ben, j'ai dit oui, je suis d'accord avec vous. Oh, jamais, promettez-moi de le dire dans vos conférences. Alors je lui ai promis de le dire. Je lui ai promis de le dire parce que je pense que c'est vrai ce qu'il disait. Et je reprends le train, je note tout ce qu'il m'a dit, j'arrive à Metz, je conserve évidemment mes notes. Et puis je réfléchis à ce monsieur Monod que j'estimais énormément, qui était un très grand personnage. Et dans une conférence comme aujourd'hui, quelqu'un s'approche de moi et me dit « Je suis le fils de Théodore Monod ». Ah, j'ai dit « J'ai bien connu votre père ». Oh, il m'a dit « Oui, non seulement vous l'avez bien connu, vous l'avez transformé ». J'ai dit « Comment ça ?» Ah ben, après qu'il vous ait vu, il était calme. Avant, il était angoissé. Après, il n'était plus angoissé. Je sais pas, mais qu'est-ce que vous l'avez fait? Bah, j'ai dit, je sais pas, je l'ai consolé, hein. Puis je l'ai aimé. Il est tombé dans mes bras en sanglots pour me remercier de dire ce qu'il m'avait dit. Je l'ai serré tout fort contre moi. Et puis voilà, je dis effectivement ce qu'il m'avait demandé de dire dans mes conférences, parce qu'il considérait que c'était important, et moi aussi, je considérais que c'était important. Et puis, il y a eu cet épisode extraordinaire en automne 2008, où Nicolas Sarkozy est apparu à la télévision quelques jours après la faillite de la banque Lehman, où l'on croyait que les banques allaient toutes en faillite et que tout le bazar allait s'effondrer. Et il a dit cette chose incroyable, il a dit qu'il s'engageait en tant que président de la République à ce que chaque Français puisse aller à la banque sortir de l'argent de son propre compte. Ce qui était effarant. Enfin, comment peut-il arriver à l'esprit de qui que ce soit de ne pas pouvoir aller sortir de l'argent sur son compte si ce compte est approvisionné? Mais c'était plus sûr du tout. Et on était plus sûr que les banques ne fassent pas toute faillite en série les unes derrière les autres. Ouh, je me suis dit, ça va très très mal. Est-ce qu'on va retomber dans une époque qui ressemblait à la guerre quand j'étais un petit garçon et qu'on vivait dans une ferme et qu'on n'était pas rationné, pas comme à Lyon, où ma cousine Henriette claquait des dents et où je lui envoyais à Saint-Génie-Laval toutes les semaines un colis, parce que dans les grandes villes, les gens ne mangeaient pas à leur faim, vous le savez bien, c'était le rationnement. Nous étions dans une ferme, nous pouvions donc alimenter les urbains. Ben, je me dis, on va peut-être dégringoler à ce niveau-là. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Je me suis senti plein d'allant, pas trop inquiet, et je me suis dit, eh bien, ce qu'on va faire, c'est ceci. Avec tous ces jeunes que je vois dans les lycées, dans les facs, dans les collèges, dans les écoles primaires, j'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous allons dire, eh bien voilà, la société du dollar roi, du dollar tout-puissant, de l'argent tout-puissant, ben c'est fini. Ça a raté. Alors on va passer à l'étape suivante dans l'histoire de l'humanité, et on va créer, chers amis, la civilisation de l'amour. Merci beaucoup. On a 10 minutes pour des questions. Donc on va... Si vous avez des questions. Moi, j'ai une petite question sur tout ce que vous mettez dans tradition. Je me demandais s'il n'y avait pas un peu de culture à dégager pour garder que l'essentiel. Dans le mot tradition, il peut y avoir de la culture. Non? Bien sûr. Dans le mot tradition, qu'est-ce que vous mettez? Ben, la tradition, c'est la fidélité à ce qui est porté par les générations précédentes et qui n'est pas démenti par les approches qu'on pourrait en faire. Ce qui laisse penser qu'une tradition n'est pas forcément bonne, qu'elle peut aussi être fautive. À propos de plantes médicinales, je me rappelle qu'à la Martinique, il y avait une plante qu'on utilisait beaucoup
pour soigner le foie, qui avait effectivement un suc jaune. Et nous avions rencontré des personnes de l'hôpital de Fort-de-France qui considéraient cette plante comme extrêmement suspecte. Alors on a fait la bibliographie, on l'a regardée, on n'a pas testé celle-là. On a fait la bibliographie, bon c'était vrai, c'était tout à fait suspect, c'était une plante hépatotoxique et pas hépatoprotectrice. Et nous avons obtenu de France O, donc la télévision, qu'on présente cette plante et qu'on déconseille l'utilisation de cette plante. Donc une tradition peut être fautive. Mais dans l'immense majorité des cas, la tradition apporte un savoir qui ne doit pas être relégué sous prétexte qu'il est traditionnel. On peut confirmer ce savoir comme nous l'avons fait pour le cas de l'artichaut, parce que les feuilles d'artichaut étaient utilisées dans ces indications thérapeutiques que j'ai soulignées déjà en Italie il y a très très longtemps. Et une tradition donc est porteuse d'un savoir. Et ce savoir, nous le perdons. Nous perdons énormément de savoir. Nous acquérons de nouveaux savoirs et nous perdons des savoirs anciens. C'est pourquoi il faut un équilibre entre tradition et innovation. Bonjour. J'ai bien aimé votre citation sur l'utilisation de graines diplômées pour avoir des connaissances de façon autre que de façon universitaire concernant l'utilisation thérapeutique de plantes médicinales. Je travaille moi-même et je suis initié depuis 20 ans comme médecin et anthropologue en Amérique du Sud avec différentes plantes, et nous avions du reste participé chez vous à un petit colloque sur chamanisme et éthique avec Jacques Florentin, j'avais bien aimé. Ma question est la suivante. Pourrions-nous envisager l'utilisation de plantes qui ouvrent les yeux, comme vous avez l'air de le conseiller? Moi, j'en serais favorable. Et qu'en pensez-vous? Je n'ai pas conseillé, j'ai constaté. Oui, alors c'est très paradoxal, parce que votre question peut se résumer à ceci. Comment se fait-il que ces plantes dites chez nous hallucinogènes, et on en connaît pas mal aujourd'hui, M. Schultes, un Américain, les a répertoriées, il y en a plusieurs dizaines connues, utilisées dans des cas comme celui-là, par des tradipraticiens d'autres cultures. Comment se fait-il que nous ne pourrons pas les utiliser, que nous ne savons pas les utiliser? Ce sont des plantes qui contiennent des substances aldoliques qui, dans le cerveau, se substituent aux neurotransmetteurs. Alors, on ne sait pas les utiliser. Puis peut-être aussi qu'on ne veut pas faire trop de recherches sur ces plantes, je n'en sais rien. Mais nous sommes ici devant un univers qui est resté étranger à notre propre culture. Ce qui montre bien que notre propre culture ne couvre pas tous les savoirs. Alors vous avez fait allusion au colloque que nous avons organisé sur le chamanisme. Je dis parfois que le chamanisme peut utilement se substituer à la psychanalyse, parce que la personne psychologiquement et mentalement malade se trouve débarrassée de son mal par ce qu'on pourrait appeler les gesticulations du chaman, qui mime par son rituel une sortie du mal par les pieds. Là, le chaman est sous l'effet d'hallucinogènes, le patient souvent aussi, et le chaman mime par ses gestes l'extraction du mal. Et puis quand le mal est parti, tous les deux dégringolent et sont quasiment dans les pommes, épuisés, ce qui n'est pas le cas d'une séance de psychanalyse, où parfois le psychanalyste est endormi pendant la séance, ce qui est arrivé quelquefois. Voilà, alors il y a un champ de recherche immense, et ce champ de recherche est actuellement relativement en friche. Chose très singulière dans mon histoire,
c'est que quand je l'ai vu aller chercher son hypoméa, je me suis dit que je dis dans mes cours qu'il n'y a pas d'hallucinogène en Afrique. Parce que c'est ce que tout le monde disait. Les hallucinogènes, c'est en Amérique. Alors qu'en Afrique, il y a l'iboga, par exemple. Et donc l'hypoméa, comme on a pu le voir par cette expérience, ce qui prouve qu'on peut dire parfois des sottises dans ses cours, et qu'après, plus tard, on est démenti. Je disais aussi dans mes cours que les neurones ne se divisent pas, ce qui n'est pas le cas du tout, puisqu'on sait aujourd'hui qu'ils se divisent. Donc nous devons avoir beaucoup d'humilité sur le savoir d'aujourd'hui, qui n'est pas forcément le savoir de demain. Mais comme nous ne sommes pas humbles, alors nous sommes tout pleins de nos égos, et je crois que la vraie science se doit d'être immensément modeste et à l'écoute des autres. Oui, vous n'avez jamais voulu essayer les hallucinogènes pour accéder à la connaissance? Non, j'ai jamais été tenté par les hallucinogènes. Vous savez, quand on vit un petit peu dans cet univers, on n'est pas forcément tenté. Les pharmaciens, traditionnellement, dans ce qui était leur tableau B, avaient la morphine, avaient le cannabis et avaient la cocaïne. Bon, je n'ai jamais du tout été tenté par toutes ces drogues. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on utilise le cannabis comme médicament dans certains cas particuliers où il peut apporter en tant que thérapeutique complémentaire beaucoup d'aide aux gens qui sont par exemple sous une dure chimiothérapie. Avoir proscrit le cannabis médicamenteux en 1953 était à mon avis une erreur. On aurait dû le considérer comme un médicament, les tétrahydrocannabinols en particulier, pas du tout comme drogue, au même titre que l'alcool ou que le tabac, mais comme médicament. On pense que dans d'autres pays, c'est ce qui se fait, et peut-être que ça se fera autour de médicaments du style Marinol, par exemple. Mais j'ai jamais essayé d'hallucinogène, ça ne m'a jamais tenté. J'ai une vie spirituelle, semble-t-il, intense, donc j'en ai pas besoin, si vous voulez. Excusez-moi, je me demandais si... Je suis là. Oui, voilà. Je me demandais si on avait eu le temps de récupérer toute la tradition française en matière de pharmacopée avant sa disparition dans les années 50. Un travail de mémoire qui avait été fait, un travail de recherche. Il y a eu beaucoup de thèses sur les plantes médicinales de la pharmacopée française. Nous en avons eu une pour le département de la Moselle de Jacques Hidou. Pratiquement, je vois arriver les documents, les publications dans ces domaines. Je crois qu'on connaît plutôt bien la pharmacopée française. Alors, il y a des points d'interrogation. Moi, j'ai un point d'interrogation sur le lys, considéré comme un vulnéraire puissant, pratiquement dans toute la France, sous forme de macérat de pétales dans l'huile. Je ne sais pas si on a des études là-dessus, je ne l'ai jamais vu passer. Donc il y a encore des recherches sans doute à mener sur un certain nombre de plantes de notre propre pharmacopée. On va s'arrêter là. Pardon ? On va s'arrêter. Voilà. Le maître de cérémonie nous invite à en rester là. Exactement. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup.